Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Hier j'ai fini le bouquin Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes et je me suis dit que ce serait bien d'en faire une vidéo. Alors le mec qui a écrit ça c'est Srđan Popović, c'est un militant serbe qui a conseillé des révolutionnaires du monde entier pour faire tomber leur dictateur. Et là tu vas me dire mais Julien, on est en démocratie, on n'est pas en dictature, donc ton bouquin là, il sert à rien. Bon, alors j'irai pas jusqu'à dire qu'on est en démocratie, et je citerai Popović qui dit « Vous n'avez pas besoin de gémir sous une dictature pour appliquer les principes du pouvoir du peuple ». Bon, ce bouquin-là, il fait 330 pages, donc on va le laisser de côté. Moi, ce que j'aimerais vous donner maintenant, c'est un top 5 des astuces pour reprendre le pouvoir politique et le donner au peuple. Que tu sois gilet jaune, militant, féministe, antiraciste, écolo, vegan, ce que tu veux ou même pas du tout militant, cette vidéo devrait t'intéresser si au moins une fois dans ta vie tu as rêvé d'un monde meilleur, mais sans savoir comment y arriver. Pour commencer, tout est politique. Les gilets jaunes aiment se définir comme des personnes apolitiques, mais c'est faux et complètement contre-productif. La politique, littéralement, c'est la vie de la cité. Donc quand vous vous mobilisez contre Emmanuel Macron, contre les taxes qu'il impose sur les plus pauvres, ou encore pour le développement des transports en commun, eh bien en fait vous faites de la politique. Ok, vous n'êtes pas membre d'un parti politique ni d'un syndicat. Vous êtes donc apartisan. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir une certaine vision du monde que vous essayez de mettre en place. À force de se définir comme apolitique, on nourrit le discours des politiciens qui disent que la politique devrait être une affaire de professionnels, car le peuple ne s'intéresse pas à ces questions. Plutôt que de revendiquer son éloignement de la politique, revendiquons notre envie de donner le pouvoir politique au peuple, c'est-à-dire la démocratie. Avant d'agir, il faut d'abord penser à notre cible ultime et réfléchir à nos actions non pas du début vers la fin, mais de la fin vers le début. Et à mon sens, la mobilisation des gilets jaunes et d'autres mobilisations d'ailleurs ont du mal à définir la cible ultime avant de commencer à agir. La revendication principale qu'on entend dans la rue actuellement, c'est Macron démission. Mais pour faire quoi ensuite? Il ne faudra pas attendre que Macron tombe pour y réfléchir. Parce que si vous détrônez un dictateur sans savoir quoi faire ensuite, eh bien un autre prendra sa place. L'objectif final n'est jamais la chute du dictateur, c'est la démocratie. Mais avant d'atteindre la démocratie ou même la chute du dictateur, il y a d'autres étapes intermédiaires par lesquelles passer. Je pense qu'on va être d'accord sur un point, Emmanuel Macron ne va pas démissionner du jour au lendemain et laisser les clés du pays aux citoyens. C'est pour ça qu'il faut choisir des batailles intermédiaires, assez importantes pour compter, mais assez petites pour les gagner. Par exemple, avant que Macron ne démissionne, on peut s'organiser pour mettre hors service tous les péages du pays et rendre les autoroutes gratuites. Après tout, c'est vrai, c'est nous qui les avons financés avec nos impôts, donc pourquoi on doit payer un droit de passage aux multinationales qui les ont rachetés? Si on gagne cette bataille, ça donnera non seulement de la puissance aux prochaines luttes, mais aussi une preuve que les citoyens peuvent prendre des décisions politiques qu'ils estiment plus légitimes. En ouvrant tous les péages, on attaque directement un des piliers fondamentaux de l'État, c'est-à-dire l'économie. Et on fait ça sans se mettre à dos le reste de la population. Bien au contraire. Alors avec mes amis révolutionnaires, on se demande toujours pourquoi le peuple ne descend pas dans la rue avec nous pour militer pour l'égalité, la justice sociale, tous ces grands idéaux. Et en fait, la réponse, elle est plutôt simple, c'est que justement, c'est des idéaux qui vont attirer quelques révolutionnaires, mais qu'il faut des causes beaucoup plus simples, plus concrètes, plus tangibles pour mobiliser largement toute la population. Prenons l'exemple de l'Inde. Ce n'est pas en militant pour l'indépendance de son pays que Gandhi a réussi à mobiliser très largement et à repousser les Anglais. Il s'est posé la question du plus petit dénominateur commun. En gros, quelle lutte pourrait toucher tout le monde sans exception? Et la réponse est simple, le sel. Oui, vous avez bien entendu, le sel. Pourquoi le sel? Parce que c'était un produit très taxé par les Britanniques et que tous les Indiens en utilisaient. Donc tous les citoyens étaient touchés et pouvaient se révolter. La taxe sur le sel représentait bien évidemment le colonialisme anglais et permettait ensuite d'étendre les ambitions de la lutte. Ça vous rappelle pas quelque chose? La taxe sur le prix du pétrole, qui arrive à mobiliser très largement parce que tout le monde est touché et qui représente la mauvaise gestion de la crise écologique par nos gouvernements. La mobilisation des gilets jaunes a un énorme potentiel révolutionnaire. Elle touche tout le monde et surtout des gens qui n'avaient jamais manifesté. Elle est libre des partis politiques et des syndicats et elle parle de reprendre le pouvoir à des dirigeants politiques incompétents. Donc arrêtons de snober les gilets jaunes parce qu'ils ont commencé à râler sur le prix de l'essence.
Vous imaginez la même situation en Inde? Les gens qui se révoltent sur le prix du sel et les militants qui disent « Non, la cause n'est pas assez pure, le sel c'est pas vraiment la... » On s'en fout, vas-y! Pour terminer ce point, j'aimerais citer Popovic qui dit « Quand nous discutions de notre vision pour demain, il était clair qu'elle contenait une multitude de choses. Nous avons empilé toutes nos idées et tous nos espoirs dans ce slogan « Il est fini ». Cela nous aida à oublier nos différences et à nous rassembler autour d'un objectif unique. Donc regroupons-nous autour du slogan Macron démission. Parce que malgré nos visions différentes, eh bien on peut débattre et essayer de construire un meilleur avenir ensemble. C'est ça la démocratie. Ce que j'ai beaucoup aimé chez Popovic, c'est qu'il s'intéresse à la stratégie militaire pour réfléchir aux mouvements sociaux et à comment ils pourraient gagner des batailles. Il cite donc le chinois Sun Tzu et son ouvrage L'art de la guerre. Ce que je vais vous dire peut vous paraître évident, mais Sun Tzu explique que pour gagner, il ne faut pas attaquer l'ennemi sur son point fort. Merci Julien, on était trop cons pour savoir qu'il fallait attaquer son ennemi sur son point faible. Merci, c'est un super conseil, vraiment on n'y avait pas pensé. Ok. Alors pourquoi est-ce qu'on continue de penser qu'on peut gagner par la force? Parce qu'en face de nous, on a un État qui contrôle l'armée, la police, la gendarmerie et qui a littéralement des Robocop sous ses ordres. Si vous êtes flic, vous passez beaucoup de temps à étudier la gestion des gens violents. Mais rien dans votre formation ne vous a préparé à des gens rigolos. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'État n'est pas plus faible quand les citoyens ont des armes, il est plus faible quand les citoyens choisissent la non-violence. En ayant des armes et en usant de la violence, les révolutionnaires vont faire peur au reste de la population, qui sera plus enclin à chercher un leader fort pour les protéger, plutôt que de rejoindre le mouvement. Ensuite, une lutte armée exclut beaucoup trop de personnes qui auraient pu être utiles au mouvement. Les personnes les plus faibles physiquement, les enfants, les vieux, les handicapés, etc. Ok, je vois que ça commence à t'énerver, tous mes blabla, mais on dit, mais peut-être mes approximations. T'as besoin d'un rapport scientifique qui te prouve concrètement que la non-violence est plus efficace que la violence. Eh bien, ça arrive. Erika Chenoweth et Maria Stephen, deux chercheuses américaines, ont étudié 323 mouvements citoyens entre 1900 et 2006 et ont publié leurs résultats dans un rapport qui s'appelle Why Civil Resistance Works. Parmi toutes leurs découvertes, on peut noter qu'il suffit que 3,5% d'une population se mobilise pour que leur campagne soit victorieuse. Faire la révolution par les armes a 26% de chances de réussir, alors que lorsqu'on utilise de la non-violence, eh bien ce chiffre passe à 53%. Là, quand je dis réussir, ça veut dire faire tomber le dictateur. Mais comme on l'a vu avant, c'est pas l'objectif final. Les pays ayant connu une révolution non violente ont 42% de chances de rester des démocraties 5 ans après la fin du conflit. Alors que pour les révolutions armées, ce chiffre tombe à 5%. Que notre objectif soit la démocratie, de faire tomber un dictateur ou de faire démissionner Macron, eh bien le constat est toujours le même, la non-violence est beaucoup plus efficace que la violence. Et les deux américaines ne sont pas les seules à arriver à ce constat. Srdja Popovic enseigne la mobilisation non violente à des milliers de militants à travers le monde et a aidé de nombreuses révolutions à être victorieuses. Son expérience est internationale et son constat est imparable. La non-violence fonctionne toujours mieux que la violence quand il s'agit d'imposer le pouvoir du peuple face au pouvoir de quelques-uns. Donc pour conclure cette vidéo, je vous conseille d'aller lire ce bouquin, d'aller regarder nos autres vidéos sur la désobéissance civile et sur la non-violence. Je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo, de mettre un like, de commenter et de transmettre un peu le message à tout le monde qu'on peut gagner. Tout n'est pas perdu. Voilà, à bientôt sur Demos Kratos.